Merci Ali pour la présentation. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci pour votre présence et d'avoir été à l'heure à ce rendez-vous. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir notre ami Monsieur Mahrez Aïd Belkacem, qui est âgé de 61 ans. Mahrez, au-delà de son jeune âge, a une grande expérience puisque d'abord il est issu d'une des filières d'excellence de l'école publique algérienne, puisqu'il a été diplômé de l'ENA en 1976. Bien sûr, après il a embrassé une carrière publique puisqu'il a été fonctionnaire, il a travaillé dans divers ministères et organismes. C'est ainsi qu'il est allé du ministère du Travail au ministère de la formation professionnelle ou à l'agriculture. Mahrez a également participé à la fondation et à la constitution du patrimoine d'analyse économique en Algérie, puisqu'il a été pendant combien de temps? 5 ans rapporteur général du CNES. Donc c'est à ce titre que beaucoup de gens le connaissent ou bien ont connu sa plume par ailleurs. Après ces années dans la fonction publique, Mahrez a fait un passage dans l'entreprise privée. C'est ainsi qu'il est allé dans différents secteurs comme la banque ou la grande distribution. Et depuis une dizaine d'années, Mahrez est consultant en entreprise. Au travers de son expérience, Mahrez a développé plus une compétence dans le domaine des ressources humaines ou de la formation. Il a été le représentant de Caire à la conférence qui s'est tenue au mois de novembre à Masrat lors de la présentation du rapport de l'Institut Fraser concernant la liberté économique dans la région MENA. Donc il va nous parler de ce rapport, des paramètres qui ont été présentés et ensuite on ouvrira le débat. Comme c'est un petit déjeuner, on va essayer d'être le plus performant possible et on va essayer de tenir l'objectif de finir la réunion vers 10 h si tout va bien. Donc Mahrez, je te donne la parole. Merci. Merci Nadir. J'ai oublié de dire peut-être que je suis membre de CAIR depuis une dizaine d'années aussi. J'ai oublié également quelque chose d'important. Cette conférence a été organisée par le club CAIR, mais avec le soutien de la Fondation Frédéric Naumann, que je remercie fortement aujourd'hui, d'autant plus que la Fondation a soutenu le club CAIR pendant des années dans différents séminaires et dans les papiers que vous a remis Madame Deliba, qui est au fond de la salle et qui a assuré l'intendance et l'organisation, que je remercie aussi. Vous trouverez la liste des conférences qui ont été organisées et vous verrez que la Fondation Frédéric Naumann a souvent été un soutien pour le club CAIR. Et aujourd'hui, en fait, est un jour un peu particulier puisque c'est le dernier événement que la Fondation va soutenir puisqu'elle a décidé d'arrêter ses activités en Algérie. Donc je remercie encore une fois vivement la Fondation pour son soutien. Je dis à toi, le provocateur du club, c'est son président, c'est pas ses membres. Donc, merci mesdames et messieurs, merci d'être présents. Le club CAIR envoie assez régulièrement ses membres participer à chaque édition du rapport de la Fondation Naumann contribue à organiser avec l'Institut Fraser. Alors peut-être on va entrer directement dans le vif du sujet. On va commencer par présenter les auteurs du rapport. Qui sont les auteurs du rapport? D'abord, la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, c'est son nom entier. C'est une ONG allemande qui se consacre dans le monde à la promotion du libéralisme. Elle a été fondée en 1958 et elle milite dans le monde entier pour la promotion de la liberté économique et politique. On discutera tout à l'heure peut-être de ce que peut être cette perception de la liberté économique chez ce think tank. Ses membres sont guidés par les principes du libéralisme qui agissent pour la promotion de la protection des droits de l'homme, l'application de la démocratie et de l'économie de marché
et qui, d'après eux, auraient prouvé à travers les siècles que le libéralisme, n'est-ce pas, offre des solutions appropriées pour le présent et l'avenir de la vie publique et privée. Ils sont présents dans 50 pays, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Nadir, ils doivent nous quitter bientôt. C'est quelque chose donc, qui nous prive d'un financement au Club Caire parce qu'ils nous ont beaucoup aidés pour organiser nos rencontres sur des questions économiques et sociales qui intéressent énormément le pays. Alors ensuite, les co-auteurs, c'est la Fondation internationale de recherche de Amman. C'est une fondation, donc un think tank qui a été créé en 2005. J'ai rencontré quelques-uns de leurs membres. Ce sont des gens d'une grande qualité, qui travaillent beaucoup. On n'a pas beaucoup parlé de l'origine de leur financement, mais on peut aussi parler de l'origine des financements de tous les auteurs d'une façon générale. Toujours est-il qu'il y a une intense activité dans ce petit pays sur les questions économiques. Donc cette fondation est basée à Oman, c'est eux qui nous ont accueillis, qui nous ont reçus, qui ont fait que la rencontre a été d'un très haut niveau, aussi bien organisationnel qu'intellectuel. Et elle mène des recherches sur l'économie omanaise et sur l'économie mondiale, et avec un focus sur le monde arabe. Et enfin, l'Institut Fraser pour la liberté, un autre think tank qui a été créé par l'économiste Michael Walker. Et c'est un think tank canadien qui donc développe, qui est perçu comme étant de droite libertarienne et qui s'est spécialisé dans l'économie, l'éducation, la société. Et il s'est donné pour principale mission de mesurer, d'étudier, de communiquer l'impact des marchés compétitifs et de l'intervention étatique sur le bien-être des individus, et je ferme les guillemets parce que c'est une phrase que j'ai prise dans leur présentation sur leur site internet. Alors, il ne s'agit pas bien sûr de faire un débat théorique, je n'ai ni les compétences ni l'intérêt pour ça, mais il faut peut-être poser les jalons. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme? En tout cas, je le sentais pendant les 2 jours du débat. Le libéralisme se présente donc comme une réflexion sur les conditions de la paix civile, du vivre ensemble. Elle serait née dans la lutte contre l'absolutisme et toutes les formes de despotisme. C'est drôle parce qu'on peut dire la même chose du marxisme éventuellement, qu'il est né de la lutte contre le despotisme et l'absolutisme. Le libéralisme tirerait son originalité de la conviction que la liberté individuelle n'est pas anarchique, mais que c'est une forme sociale structurante, et le mot structurant est important, et que la domination et la soumission à la volonté d'autrui sont les véritables sources de division, de violence et de désordre. Donc vous voyez déjà en arrière-plan ce que les grandes valeurs défendues donc par le libéralisme. L'esprit public et la stabilité sociale peuvent naître aussi de l'intérêt personnel, et la liberté de chacun peut devenir une richesse pour tous. Je pense que ça nous rappelle nos cours théoriques sur les classiques, les néoclassiques, etc. Alors, là, toujours pour ce qui concerne la philosophie du libéralisme, il y a un triple héritage. Ce triple héritage, c'est la souveraineté de l'individu. L'individu est souverain contre ce léviathan que serait l'État. Le rule of law, alors comment définir le sens, non pas les termes, mais le sens de rule of law? Certains le définissent comme étant l'état de droit. Je pense que la définition la meilleure concernant le libéralisme, c'est les règles du jeu. Respecter les règles du jeu définies. Et enfin, la liberté des modernes que Benjamin Constant nous expliquait comme étant les nouvelles valeurs face aux valeurs des anciens qui, elles, considéraient que la stabilité sociale assurée par un État, disons, démiurge, pouvait offrir aux sociétés qui veulent vivre ensemble. L'avantage de ce premier élément, ou plutôt cet élément qui est la liberté des modernes, c'est que historiquement, ça a donné naissance à l'émergence des sociétés civiles, au droit aux sociétés civiles de parler, d'avoir une opinion. Seulement, vous le savez ça, je ne suis pas professeur d'économie, mais moi j'ai appris moi-même que le marché
est très myope et qu'il a beaucoup de problèmes pour gérer le long terme. Et que, effectivement, la main invisible, si chère à Adam Smith, ne suffit pas pour assurer les régulations. Et parfois, très souvent, s'il n'y a pas de contre-pouvoir, la main invisible dans l'économie se transforme en main de pickpocket. Et qu'enfin, l'ultralibéralisme à outrance, tel que celui défendu par Milton Friedman, par exemple, l'école de Chicago, eh bien, cet ultralibéralisme est contesté dans son propre camp par donc, des auteurs qui disent qu'il trahit les valeurs libérales parce qu'il ne fait intervenir absolument aucun critère éthique pour mesurer le succès des sociétés. Alors, les efforts qui sont faits par la théorie d'une façon générale pour corriger les insuffisances du tout libéral, nous avons, Dieu merci, depuis quelques temps, depuis pas mal de temps, l'indice de développement humain des Nations Unies qui nous permet donc de pondérer cette conviction profonde que le libéralisme à outrance peut faire le bonheur des sociétés. D'aucuns parlent même de l'indice de mesure du bonheur. Un petit pays comme le Bhoutan l'applique chaque année, donc l'indice du bonheur est calculé. Et enfin, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire le rapport qui a été commandé il y a 2 ou 3 ans par le président Sarkozy à l'éminent économiste et ancien économiste en chef de la Banque mondiale qui était Stiglitz et qui a fait un beau travail avec Jean-Paul Fitoussi qui est le président du Conseil économique français et qui recommande que l'accent soit essentiellement mis sur la mesure du bien-être de la population que sur celle de la production économique seule et qu'il convient de surcroît que ces mesures du bien-être soient restituées dans un contexte de soutenabilité. Ça, je ferme les guillemets. Alors, je reviens au rapport. Comment les auteurs que j'ai présentés apprécient le degré de liberté économique? Alors, ils utilisent, c'est très simple, ils utilisent des informations publiques qu'ils trouvent au niveau de la Banque mondiale, que ce soit Doing Business, que ce soit les indicateurs de développement mondiaux, et ils se basent sur ces données officiellement reconnues. Bien entendu, lorsque les données n'existent pas, il y a 2 atouts, soit par induction, parce qu'il y a des échanges et qu'ils retrouvent des informations qui ne sont pas forcément présentes dans ces 2 sources d'informations, et aussi parfois ils s'interdisent ou ils se dispensent de classer et ils donnent l'information parcellaire en disant que c'est une information parcellaire. Donc ça c'est un élément de sérieux dont il faut tenir compte. Et il parle de l'indice de liberté économique, qui est un ensemble d'indices économiques qui est créé par la Fondation Heritage. Et le Wall Street Journal, et vous le savez, eux aussi ne militent pas forcément pour la défense de l'interventionnisme de l'État. Alors, un petit rappel, en 2008, l'indice de liberté économique est défini comme la forme la plus élevée de liberté économique qui assure un droit absolu à la propriété privée et qui permet une liberté totale de mouvement pour les salariés, les capitaux et les biens. C'est aussi une absence totale de coercition ou de contrainte sur la liberté économique, sauf en cas de protection ou maintien de la liberté elle-même, ce qui nous renvoie donc aux fondamentaux évoqués en matière de philosophie, c'est-à-dire que l'État n'intervient que pour protéger la liberté des individus lorsqu'elle est menacée. Alors, pour la méthodologie, nous avons 42 items qui sont agrégés en 5 grands composants génériques. Alors, quels sont? C'est d'abord la taille du gouvernement. La taille du gouvernement, on apprécie les dépenses, le poids de la fiscalité et l'importance des entreprises publiques dans la production intérieure brute d'un pays. Le deuxième grand composant générique, c'est la législation économique et commerciale et la sécurité des droits de propriété. Le troisième concept, composant utilisé, c'est l'accès
à la monnaie saine, à la sound money. J'avoue qu'à ce niveau, il y a eu quelques incompréhensions dans les débats sur ce que pouvait être la saine monnaie, mais lorsqu'on regarde la théorie, on se rend compte qu'effectivement c'est tout à fait en rapport avec la philosophie, c'est-à-dire que d'une façon générale, les tenants donc, du libéralisme vont jusqu'à dénier le droit ou le dénier, ça ne veut pas dire qu'ils réussissent, dénier le droit de battre monnaie, en tout cas la papier-monnaie, parce qu'ils considèrent que c'est une occasion pour l'État de générer éventuellement l'inflation quand ils sont en situation où ils ont besoin de produire de la monnaie. Le quatrième composant générique, c'est la liberté du commerce. On examine la liberté du commerce international et à chaque fois que j'évoque un item, il faut penser au rapport qu'il y a entre la liberté et le pouvoir de l'État, éventuellement de la restreindre. Et enfin, la régulation du crédit, la régulation du marché du travail et le climat des affaires d'une façon générale. Alors, rapidement, on va évoquer les items de chaque point. C'est important. C'est ce qui permet d'expliquer le classement de notre pays par rapport aux autres pays MENA. D'abord, la consommation totale du gouvernement, les dépenses publiques d'une façon générale. En B, et c'est un des points qui nous classe assez mal, c'est les subventions et les transferts sociaux en pourcentage du PIB. En C1, on est toujours dans le premier composant. La taille et la place qu'occupe le secteur public économique comparé à celle occupée par le secteur privé. C'est un élément important et vous devinez donc qu'effectivement ça ne nous place pas au premier plan du classement. Et la mesure et le poids de la fiscalité d'une façon générale. Alors, la législation économique et commerciale et la sécurité du droit de propriété se subdivise en 4 grands items. La place de l'institution militaire dans la vie politique, il regarde si si les grandes décisions économiques sont impactées ou non par des pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs élus. Rappelez-vous, le libéralisme est assis d'abord essentiellement sur le concept, en tout cas c'est leur philosophie, le concept de démocratie. Donc la place de l'institution militaire et son impact sur la décision économique est observé. L'intégrité du système juridique, c'est essentiel. Si un système judiciaire en particulier, mais aussi le droit des contrats, n'est pas suffisamment rassurant pour les propriétaires, les investisseurs, c'est quelque chose qu'ils considèrent comme ayant un impact plus ou moins négatif, plus ou moins positif sur la liberté économique d'un pays. Les restrictions sur l'aliénation des biens immobiliers. Est-ce que n'importe qui peut acheter un bien immobilier ou non? On a un bon ou un mauvais classement si cet item est plutôt positif ou plutôt négatif vu de leur point de vue. Et la force probante de l'application des contrats, c'est essentiel. Si vous faites un contrat et que n'importe qui, n'importe quoi, droit de préemption, je sais trop quoi, vient affaiblir la force probante de l'application des contrats, il est évident que cela impacte la liberté économique. L'accès à la monnaie saine, donc comme je le disais, qui délie le droit aux États de produire du papier-monnaie, qui pourrait éventuellement encourager l'inflation. Les libertariens poussent le truc, disons, j'allais dire le bouchon, mais ça me marque idéologiquement. Considèrent que les banques centrales n'ont pas de rôle à jouer, qu'il faut que les individus, les acteurs économiques échangent dans un marché un peu idéal et idéal, et que donc les pouvoirs organisés n'ont pas à interférer, et que bien entendu l'échange libre entre les différentes monnaies est la bête noire
des tenants du libéralisme, c'est la réglementation des changes qui est considérée de façon généralisée comme liberticide. Et le poids de la contrefaçon de la monnaie en circulation est considéré comme un grand danger pour l'accès à la monnaie saine. La liberté du commerce international, qui est là pour mesurer les contraintes qui affectent les échanges internationaux, un focus sur les tarifs pratiqués, les distorsions des taux de change, on en a parlé, et le contrôle des capitaux. Le cinquième composant, c'est la régulation du marché, du crédit, pardon, du marché du travail et du climat des affaires. Alors, l'analyse des conditions du marché intérieur sur le principe que les individus doivent être en mesure de prendre leurs décisions absolument sur le marché du crédit, absolument de façon libre et sans qu'il y ait une quelconque contrainte sur eux. La liberté des parties au marché du travail, c'est probablement là où la question coince le plus, parce que on considère que on revient vraiment aux fondamentaux de l'économie classique, où les parties au marché du travail doivent être le travailleur libre de vendre sa force de travail, et puis je ne vais pas vous réciter le manifeste du Parti communiste. Et c'est là où véritablement les grands enjeux sont posés. La réglementation des activités commerciales, il considère qu'elle inhibe la liberté économique et que les individus doivent choisir. J'ai envie de le faire, je fais, et puis c'est tout. J'avoue que j'ai été particulièrement... Alors, baignant dans un environnement où plutôt on a hérité d'une trentaine d'années d'économie administrée, et ayant vécu dans l'administration publique, j'ai été bercé à une certaine perception. Je ne suis pas complètement naïf, mais c'est qu'à chaque fois que j'ai participé à des rencontres de ce type, c'est-à-dire j'en ai fait 3, et à chaque fois je suis surpris de cette, comment dirais-je, du libéralisme à outrance et d'une attitude extrêmement qui me semblait à mes yeux, hein, je dis bien, je reste modeste, qui me semblait absolument à la limite idéologique, qui me semblait exagérée, une sorte de négation de toute régulation qui ne viendrait pas justement de cette main invisible basée sur l'intérêt individuel, la recherche d'intérêt individuel de chacun. Alors, vous avez vu, j'ai un peu insisté sur les différents items. Forcément, je suis persuadé qu'à chaque fois que je présentais un item, vous avez pu imaginer ce que pouvait être le classement de l'Algérie parmi les 22 pays de la région MENA. Nous sommes 18e sur 18 pays classés. Il y a 4 pays qui n'ont pas été classés. Vous devinez lesquels? C'est la Libye, la Somalie, la Syrie et les territoires palestiniens. Et encore, je n'ai pas, dans ma présentation, je n'ai pas été dans l'approfondissement, parce que si on fait des classifications, des classements, pardon, par item ou par grande composante, souvent ces pays sont mieux classés que nous. Alors, j'ai essayé de comparer, de prendre quelques pays qui peuvent nous intéresser ou qui nous intéressent souvent dans les benchmarks. Bon, le Bahreïn, je l'ai pris parce que c'est le premier du classement, mais le Maroc est 12e par rapport à nous, la Tunisie est 10e et même l'Égypte, dont on aurait pensé qu'ils pouvaient se rapprocher de nous, s'éloignent de nous, puisqu'ils sont 11e, alors que nous sommes bons derniers. Et si vous regardez la dernière ligne, vous verrez que la tendance 2002-2011, elle est quasiment inchangée dans les classements répétitifs qu'on retrouve depuis... c'est la 10e édition, c'est la 10e cuvée donc, de ce rapport, et nous sommes absolument derniers. Vous verrez donc que le gros, le point le plus faible reste la taille du gouvernement,
quand on dit la taille du gouvernement, c'est-à-dire la place du secteur public, mais aussi l'importance de la régulation, etc. Nous avons 4,8, alors que le premier a 6,5, et paradoxalement, l'Égypte a 7,4. Le deuxième point, la législation économique, nous sommes, de toute façon, nous sommes classés derniers sur chacun des items. Hein. On est dernier sur chacun des items, et en moyenne générale, on reste dernier. Pour l'item sur la législation économique, nous sommes à 5,9 et nous dépassons l'Égypte. Il semblerait que la législation économique et commerciale de l'Égypte est moins performante ou moins bonne ou perçue moins positivement par les auteurs du rapport. Et l'accès à la presse, nous sommes assez bien classés. Enfin, assez bien, mieux que le Maroc déjà, et mieux que la Tunisie. Pour ce qui est de la liberté du commerce international, nous avons un classement qui nous met encore une fois bien en deçà des autres. Et pour la régulation du crédit et du marché du travail, on a 6 points, un peu plus que la moyenne générale, notre moyenne générale, et ce qui fait que nous sommes perçus. Et pendant la restitution du rapport, les différents débats qu'il y a eu à Masrat, l'Algérie était un peu présentée comme le contre-exemple de la liberté économique. Alors, est-ce qu'il faut se préoccuper de ces classements? Est-ce que c'est un débat intellectuel? Est-ce qu'il faut leur répondre avec mépris et en disant oh, c'est de la littérature, c'est basé sur même par l'idéologie incontestable. Est-ce que est-ce qu'il y a un impact ou non sur le vécu, notre vécu économique? Certainement, très certainement, puisque pour ma part, je pense qu'il faut s'intéresser, il faut se préoccuper, il faut essayer d'améliorer le ranking, même si c'est pas forcément intéressant d'être premier en regardant la critériologie que j'ai définie. Alors pourquoi c'est oui pour moi? Parce que d'abord c'est une obligation constitutionnelle. En 1989, il y a un article 37 de la nouvelle Constitution qui garantit la liberté du commerce et de l'industrie. C'est énorme. On a remis en cause 30 ans de socialisme et 30 ans d'économie administrée avec cet article. Et donc, c'est un choix de société. La liberté économique, la liberté de l'industrie et du commerce est garantie par là. Bien sûr, l'article 37 rappelle en deuxième alinéa qu'elle s'exerce dans le cadre de la loi, et les enjeux, c'est dans le cadre de l'émergence de cette loi. Très souvent, lorsque des articles constitutionnels sont ainsi libellés, très souvent le deuxième alinéa annihile les ouvertures prévues. Il vient à l'esprit, par exemple, que la même Constitution garantit le droit de grève, mais elle s'exerce dans le cadre de la loi, et je vous promets que c'est pas évident. Parce que ces benchmarks nous permettent d'évaluer nos performances et nos faiblesses. Il faut arrêter de se faire plaisir, il faut se confronter aux autres qui ont d'autres opinions, et ça nous oblige à aller plus loin. Parce que les pouvoirs publics, depuis quelque temps, affirment se préoccuper du passage, ouvrez les guillemets, du passage d'une économie adossée sur le pétrole à une économie diversifiée qui revêt pour nous un caractère d'urgence. Et c'est M. Sellel qui le déclarait récemment devant la délégation française qui a visité notre pays. Et parce que notre intégration à l'économie de marché exige que nous nous préoccupions de la perception que le reste du monde a de notre économie. Ça sera bien utile lorsque la fraction des IDE deviendra un vrai enjeu pour nous. Il ne l'est pas pour le moment. Nous fonctionnons avec une relative liberté d'intervention, mais lorsque l'attraction des IDE deviendra un vrai, et apparemment il devient, puisque depuis quelque temps on entend le gouverneur de la Banque d'Algérie nous parler de rétrécissement
des recettes essentiellement pétrolières, peut-être que là, à ce moment-là, il faudra qu'on se pose des questions. Alors, il y a quelque temps, on a senti un frémissement quand même, puisque un ministre de l'Industrie, tout récemment, s'est préoccupé d'améliorer la place de l'Algérie dans le doing business. Donc il a créé un comité doing business, et dans ce comité doing business, il a senti quelque chose qui, à mon avis, constitue le véritable frein à tout esprit de réforme dans ce pays, et que je nommerai, que je considère comme l'enjeu fondamental, qui est la mise à niveau de l'administration économique de ce pays. Je crois qu'on passe notre temps absolument à nous décrire les uns les autres les blocages que l'administration économique, j'allais dire ses vertus, mais ses vertus, un verbe qui se rapporte à la volonté. Je ne sais même pas s'ils ont la volonté de bloquer. Ils fonctionnent comme ça, et très souvent des idées fondamentales, des idées très intéressantes, des réformes intéressantes sont bloquées par un appareil administratif qui ne sait fonctionner que comme il fonctionne jusqu'à présent et qui n'arrive pas à adapter. Ben, pour reprendre l'exemple du doing business, du comité de doing business, eh bien, on a créé un comité de doing business, on a dit bon, il ne faut pas laisser l'administration économique toute seule, et on a fait appel à la société civile, des membres du FCE, des membres de CARE, des membres de l'EBNI, l'initiative NEBNI, ont été invités. Moi-même, à titre personnel, j'ai été désigné comme consultant. Je n'ai pas été comme CARE, mais comme consultant. Et je n'ai jamais été invité. À chaque fois que j'ai voulu y aller, j'ai une décision signée de ce ministre, une décision collective où je fais partie de ce collectif. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur le site du Doing Business algérien. Vous ne trouverez pas mon nom. C'est pas une opération du Saint-Esprit. C'est illustratif. C'est illustratif des blocages qu'une administration peut faire lorsque elle est confrontée à une réalité qu'elle ne sait pas gérer. Et encore une fois, si je dois donner une conclusion à cette présentation, c'est que, quel que soit la mère des réformes, comme on dit, reste la réforme de l'économie. Et tous les gouvernements depuis 89 ont pris conscience. Je ne parle pas d'avant 89, puisqu'avant 89 c'était une autre logique de politique sociétale qui était en jeu. Mais depuis 89, il y a eu 4 commissions de réforme de l'État. J'ai été membre de 4 commissions de réforme de l'État. On ne sait pas, il y a des idées magnifiques qui ont été produites sur la réforme de l'administration économique en particulier, sur la réforme de la gestion du secteur public économique, y compris depuis un peu plus d'une dizaine d'années, on parlait déjà de la dépénalisation de l'acte de gestion, qui est un véritable cancer pour la gestion publique. Et rien. Peut-être que j'exagère en disant rien, mais la grande réforme attendue se fait désirer. Je vous remercie pour votre attention. Je vous avais mis, mais je crois que le slide a sauté, vous avez mis le lien pour télécharger le rapport. Sur le site, alors si vous allez sur le site de Fraser Institute, vous ne le trouverez pas forcément, vous allez sur le moteur de recherche, vous mettez le nom de l'intitulé Economic Freedom of the Arab World, et vous pouvez le télécharger gratuitement. Il est en version anglaise et en version arabe. La version française n'existe pas malheureusement. Je vous remercie de votre attention. Merci Mahres. Nous avons donc une petite demi-heure pour des questions auxquelles Mahres et Nadir vont répondre. Avant de remettre la parole à la salle, j'ai quelques petits commentaires à faire. Merci Mahres pour cet exposé très intéressant. C'est vrai qu'il ne fait que répéter ce qui a été déjà dit à plusieurs reprises, puisque le classement de l'Algérie a toujours été un peu, on va dire, mauvais dans les différents classements internationaux, notamment le Doing Business. Quand je regardais
des travaux de l'Institut Fraser, au niveau mondial, l'Algérie en 2011 était classée 143e sur 152. Alors, quand on regarde un peu plus en détail les chiffres, et ce genre d'études sont faites depuis 1980-85, et on voit que l'Algérie n'a jamais été très très bien classée. Pourtant, la valeur absolue du classement a augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses s'améliorent, il ne faut pas être complètement négatif, les choses s'améliorent, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que les choses s'améliorent beaucoup plus dans d'autres pays que chez nous. C'est-à-dire que malgré que la valeur absolue de la note s'améliore, le classement de l'Algérie diminue, puisque en 1985, on était classé 90e, et en 2011, on était 143e. Donc ça vient du fait qu'il y a plus de pays qui sont pris en compte, mais aussi que les améliorations ont été plus importantes. Moi qui viens du monde de l'entreprise, j'ai toujours vu quelque chose qui était frappant. Si on veut mesurer, si on veut améliorer quelque chose, il faut mettre en place un tableau de bord. Alors, on critique toujours les tableaux de bord, et il y a dans notre pays un petit peu, je ne sais pas, cette idée qu'on est toujours mal classé parce qu'on ne nous aime pas. Et il faut voir que ces classements ne sont pas à prendre dans le sens absolu. Il n'y a pas de classement absolu. La mesure est toujours relative. Donc, si on veut améliorer quelque chose, il faut mettre en place un tableau de bord. Ça vaut ce que ça vaut, il faut définir les règles de mesure et après les suivre. Et pour l'avoir pratiqué dans des dizaines de domaines, les plus petits et les plus grands, on est toujours surpris du résultat. Et en fait, l'image que je me fais, c'est en fait le malade qui est pas content d'avoir de la température et qui dit, bon, c'est le thermomètre qui ne va pas. Donc là-dessus, c'est une première réflexion. La deuxième réflexion, et ça Mahrez on a vraiment parlé tout à l'heure, c'est que ces mesures sont très orientées libéralisme économique. Et l'ultralibéralisme est surpondéré dans les classements. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même quelques contre-exemples. Un des meilleurs contre-exemples, puisqu'on a eu récemment la visite du ministre des Affaires étrangères chinois, la Chine est toujours mal classée dans ces classements-là. Pourtant, c'est une économie florissante. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que ces classements, en fait, la liberté économique est étroitement corrélée au développement et à l'investissement. Alors, on peut dire des choses, mais je vais vous citer quelques chiffres. C'est-à-dire, quand on regarde les travaux de l'Institut Fraser, les pays qui ont une note inférieure à 5 sur la période de 1980 à 2000, en moyenne attirent 845 $ d'investissement par travailleur. Sur ces 845 $, il y en a 68 qui sont des IDE. Donc, quand on a une note de 5, la corrélation c'est 845, dont 68 $ d'IDE. Les pays qui ont une note supérieure à 7 attirent 10 871 $ d'investissement. Donc on passe de 845 à 10 871. Donc on est de l'ordre de 12 fois. Les IDE représentent sur des 10 871, 3 117 $ par travailleur. Donc on passe de 845 à 10 871, de l'ordre de 12 fois plus. Par contre, on passe de 68 à 3 171. Donc là, je vous laisse calculer le facteur multiplicatif. Et c'est là où on voit la démonstration de ce qu'on entend toujours en Algérie, c'est qu'il n'y a pas assez d'IDE. Alors, de l'œuf ou la poule, qui est le premier? Alors, est-ce que l'Algérie est mal classée parce qu'il n'y a pas assez d'investissement, ou il n'y a pas assez d'investissement parce que l'Algérie est mal classée? Donc, il est clair qu'il y a une corrélation. Maintenant, il faut la prendre avec la mesure qui s'impose. Et je vais vous passer la parole. Je laisse la salle maintenant réagir à vos questions. Il y a un micro. On va faire quelques...
des groupes de questions et ensuite on en répondra. Je vais être très bref parce que je voulais remercier Mahrez pour cette présentation et Nadé pour tes commentaires. Je pense que le mot-clé qui n'a pas été employé, c'est le mot confiance. En fait, certes, ces classements nous permettent, comme vous l'avez dit, de se comparer, de se mesurer aux autres. Il faut leur accorder l'importance sans trop leur accorder d'importance. Il ne faut pas y voir une attaque contre l'Algérie. Ça, c'est le discours perpétuel. Puisque les médias sont là, j'aimerais bien qu'ils changent un petit peu de discours et qu'ils ne portent pas le formatage dans lequel ils sont depuis des années, à savoir le doing business a été fait comme instrument pour déstabiliser l'Algérie. Non, c'est faux, je m'inscris en faux là-dessus. Ça nous permet de savoir où on en est et ce que nous pouvons faire. Construire un instrument à travers un tableau de bord, oui, c'est important, mais dans tout cela, ce qui est important, c'est la confiance, le signal qu'envoie le gouvernement à la communauté des affaires, qu'elle soit nationale ou internationale. De ce point de vue-là, on n'arrive toujours pas à comprendre que ce qui est déterminant pour un investisseur, c'est la confiance. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans un environnement qui envoie des signaux de confiance suffisants pour passer de 60 $ par travailleur à 3 000 $ par travailleur. Alors, certains disent, oui, mais c'est là où il faut encourager la production nationale. Mais d'accord, encourager la production nationale, ne pas attirer pour le moment des IDE, je veux bien. Mais encore une fois, envoyer des signaux de confiance. Et des signaux de confiance, c'est mettre un terme à l'arbitraire, mettre un terme à des pratiques, effectivement, dans l'administration, qui sont des pratiques vraiment d'un autre temps. Aujourd'hui, les interprétations de textes de loi, vous allez d'une wilaya à une autre, l'interprétation par l'administration diffère. Donc il y a la fameuse réforme de l'administration, mais il y a aussi en arrière-plan toute la partie communication. Les institutions algériennes ne communiquent pas suffisamment, elles sont trop centralisées et les pôles qui sont décentralisés sont complètement déconnectés de la réalité du pouvoir central. Il y a plusieurs éléments qui s'assemblent. On est conscient de l'effort que doit entreprendre l'État et le gouvernement. J'ai comme l'impression, c'est un sentiment personnel, que l'administration est vieillissante, que la relève n'est pas arrivée au sein de l'administration algérienne et que c'est comme si on me demandait d'aller reprendre mes études, repasser mon bac, refaire mes certificats d'ingénieur, etc. J'ai la flemme, je n'ai pas la force, je suis déconnecté de la réalité mondiale, je n'ai plus le savoir-faire et le savoir-faire au sein de mon administration et je n'ai pas la force et l'énergie de le faire. Alors donc, je me mets en position, à la limite, défensive vis-à-vis de qui? Défensive vis-à-vis de cette communauté des affaires qui est en train de me pousser à progresser, à évoluer, à me mettre au diapason. Merci. Il y a même à réformer. Des questions, des commentaires? Derrière toi, c'est. Bonjour monsieur. J'ai deux petites questions. Je voudrais savoir, au-delà des chiffres et des indications qui ont été données, qui sont relatives au classement qu'on vient de présenter, quel type de discours a accompagné ces chiffres et ces classements à propos de l'Algérie? Parce que c'est très important, ça sent que nous sommes dans la relativité de la perception. Ça, c'est la première question. Quel type de discours avez-vous entendu et perçu sur l'Algérie, sur la conjoncture économique algérienne, au fur et à mesure des présentations, des classements que vous avez présentés et des chiffres qui ont été donnés? Ça, c'est ma première question. La deuxième, qui, à l'Institut Fraser, et à ce qui s'est passé à Mascate, consomme l'information que vous venez de présenter? Au-delà des experts, et au-delà des personnes qui ont participé au débat. Merci. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas été une rencontre focalisée sur l'Algérie. Il faut savoir que depuis 10 ans, comment ça s'organise, c'est des thématiques annuelles. Cette année, par exemple,
les auteurs ont présenté d'une façon générale, mais la thématique générale, c'était la liberté économique et l'innovation. Et donc, on a plutôt mis le focus sur quel rôle l'innovation économique, l'innovation joue dans le développement économique. Je n'ai pas forcément senti l'Algérie présentée comme contre-exemple systématique. On a même eu le sentiment que c'était banalisé. Je n'ai pas cherché dans le développement à justifier le classement de l'Algérie. Ce qui est sûr, c'est que les chiffres, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des chiffres qu'ils ont prélevés, ce sont des chiffres publics, soit donnés par l'Algérie, soit donnés par les évaluateurs de l'économie algérienne, et que donc, j'ai pas eu le sentiment d'une attitude agressive. Sincèrement, j'ai pas eu le sentiment d'une attitude, d'une mise à l'index concernant. C'était une analyse qui était très froide, basée sur les chiffres, et puis le classement, à la limite, vous mettez tout ça dans un computer et il vous sort le classement. Il n'y a pas eu ce sentiment un peu... pour ce qui est de la deuxième question, ce n'est pas tellement ceux qui ont consommé, ce n'est pas important, c'est ceux qui vont télécharger et qui vont s'intéresser éventuellement à ce qu'il faut dire, c'est que le Doing Business a beaucoup plus d'impact que le rapport Fraser, mais le rapport Fraser ne fait que confirmer l'analyse Doing Business. Tout à l'heure, je disais qu'on a créé, il y a quelques mois, un comité Doing Business algérien pour améliorer le classement. Manque de peau, on a perdu 2 places sur le classement de 2014. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut entamer, il ne faut surtout pas imaginer il faut améliorer le ranking il faut améliorer le classement, ça c'est évident, parce que l'intérêt des investisseurs pour notre pays passe aussi par la perception qu'ils ont de la santé de notre économie. Mais il ne faut surtout pas imaginer que par une opération de Saint-Esprit, on va... parce que si on revient à chacun des items, on se rend compte qu'il faut carrément changer le paradigme du fonctionnement de notre économie doit être changé. Sur certains points, on n'est pas forcément d'accord. Sur le poids, par exemple, des transferts sociaux. Ce qui me gêne, moi, c'est qu'il est basé essentiellement sur la rente pétrolière. Mais s'il était basé sur une économie durable, avec un tissu industriel diversifié, ça voudrait dire que notre décision de redistribution des richesses n'est pas à critiquer. Le problème, c'est qu'on consomme des choses qui sont volatiles et pour lesquelles nous n'avons absolument aucun pouvoir décisionnel. On dépend essentiellement des variations des prix du pétrole, de la géostratégie, de la géopolitique, etc. Alors, baser une politique, le problème, c'est que si baser une politique sur ce genre d'importance des transferts, en sachant que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. C'est ces choses qu'on se dit. Je ne sais pas si j'ai répondu. Bonjour tout le monde. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons parler sur la liberté économique et la liberté de l'entreprise et d'investissement? Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes? Je suis journaliste. Oui, d'accord. Quel journal? Le Courrier. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de la liberté économique, de l'entreprise et de l'investissement sans d'abord définir le système économique algérien? Ça, comme première remarque. Deuxièmement, j'ai une petite brochure avec moi que cette conférence est organisée avec le soutien de la Fondation Friedrich Naumann, à qui je rends un grand hommage pour tout le travail qu'il fait sur le terrain pour la société civile algérienne.
Et vous le savez que Friedrich Naumann, il va quitter l'Algérie avant le 2 janvier parce qu'il ne va pas se conformer à la nouvelle loi sur les associations. Encore une fois, est-ce que vous croyez à la liberté économique avant l'avènement d'une certaine démocratie en Algérie? Je vous remercie. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Le système économique algérien n'est pas défini. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se méfier des définitions générales. On l'a vu peut-être tout à l'heure, la liberté économique, c'est un peu la ligne d'horizon pour le marin. Ça n'existe pas, en fait. Mais c'est un point focal idéal qu'on ne pourra jamais atteindre, mais qui constitue un élément qui permet de faire le point. C'est important. J'ai dit tout à l'heure que constitutionnellement, l'Algérie a opté pour la liberté du commerce et de l'industrie. D'accord? Donc c'est des obligations constitutionnelles et que donc, par voie de conséquence, une communication comme celle-là, avant 89, j'aurais peut-être été attendu à la sortie, puisque aujourd'hui, la liberté économique est une garantie constitutionnelle. Après, tout est une question de combat politique, de combat économique, etc. Mais du point de vue des grandes options politico-juridiques, on n'a pas dit il est interdit, le commerce n'est pas libre, l'industrie n'est pas libre, etc. On a dit, elle est garantie, la liberté est garantie. Après, effectivement, vous savez, depuis la chute du mur de Berlin, le monde n'est plus bipolaire. Aujourd'hui, j'avais lu un livre en 1990 qui a paru juste après, qui s'intitule, je ne me rappelle plus très bien du nom de l'auteur, mais il s'intitulait à bon escient « Capitalisme contre capitalisme ». Et on disait, bon, maintenant, ce n'est plus une dualité entre l'option socialiste, la perception socialiste de l'économie et la perception libérale de l'économie. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est la qualité de la protection sociale, de la qualité de vie qu'un pays capitaliste offre par rapport à un autre pays capitaliste. Alors, quel est le degré? Aucun conférencier au monde ne vous donnera la solution. C'est un combat des différentes forces que constitue un pays et de la perception qui est généralisée. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une liberté économique au-delà de l'exemple qui a été donné par mon ami, l'exemple chinois? Je ne sais pas répondre à cette question, sauf à la corriger. Je dirais que pour qu'il y ait une liberté économique, il faut l'avènement non pas d'une certaine démocratie, mais une démocratie certaine. Ça, c'est clair que... mais à part cette pirouette, je ne sais pas quoi vous répondre. Il y a des contre-exemples qui démontrent qu'il y a des pays qui ne sont pas du tout démocratiques et qui sont des parangons d'économie réussie, et aussi d'autres pays. Vous savez, le petit tableau que j'ai montré, il peut être perçu différemment, en disant par exemple, peut-être que le classement, le 18e c'est le meilleur, puisque si on compare, vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas pris position pour ce classement, j'ai dit, c'est un classement qui existe, qui impacte la décision, et que cette perception doit être améliorée. Et je vous suivrai sûrement pas sur la question de est-ce qu'il faut de la démocratie ou est-ce qu'il ne faut pas. Certainement, moi je suis pour la démocratie, mais à ce niveau, méditez l'exemple chinois et ne prenez pas des positions forcément comme ça. Oui, enfin juste pour ajouter quelque chose. Peut-être que Céline, tu veux répondre sur la partie association. Non, peut-être. Oui, juste pour ajouter un mot, quand on regarde un pays qui est économiquement florissant, Singapour, ça a été historiquement une dictature. Et aujourd'hui, ça a un peu évolué, mais parfois,
démocratie ne rime pas forcément avec liberté et développement économique, et l'inverse également. Donc, simplement, il faut prendre ça avec toute la mesure qui a lieu de prendre. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Premièrement, je tiens à remercier le CAD d'avoir eu cette initiative, disons, pour pousser à la réflexion et aussi à l'action autour de l'entreprise. Donc, je me présente, M. Kahitani Nazim Omar, promoteur immobilier à Oran. Donc, je vais me lever, comme ça je saurai derrière là. Donc je présente, je suis promoteur immobilier à Oran. Donc j'ai eu l'initiative de faire mes études à l'étranger, donc entre autres à Montréal et à Perpignan, à HEC Montréal, et je suis rentré en Algérie. Donc j'ai travaillé en tant qu'expert dentaire dans un programme européen de mise à niveau de la PME-PMI algérienne, donc, là où j'ai eu la possibilité de prendre contact avec l'entreprise, vraiment avec le vivier de l'entreprise, mais aussi aujourd'hui je suis promoteur, donc j'ai pris l'initiative d'entreprendre en Algérie. C'est clair que la partie classique, néoclassique, tout ce qui est en rapport avec le capitalisme, mais aussi avec toute la réflexion économique, c'est l'actualité aujourd'hui. Et la réalité, ce que je voulais dire, c'est que la réalité de chaque pays est particulière. Donc ce n'est pas nécessairement ce qui va fonctionner dans un pays, va nécessairement fonctionner chez nous. Donc importer des concepts n'est pas nécessairement une solution. J'ai bien aimé l'intervention par rapport à la Chine, parce que c'est autant un pays qui est orienté vers le communisme, mais aussi orienté vers l'économie internationale. Et le mixte a permis, disons, de développer une économie qui est pratiquement l'une des premières économies mondiales. Donc, est-ce que la réflexion, c'est d'aller vers une économie libérale, totalement libérale, permettra d'apporter une solution à l'Algérie? Je mettrai un bémol sur cette question-là. Est-ce que orienter l'économie algérienne vers une économie totalement administrée ou je mettrai aussi un bémol. Donc, la réflexion est d'arriver à établir un système propre à nous. Donc, un système qui prend en réalité l'économie algérienne, mais aussi l'économie algérienne vis-à-vis de son environnement direct, donc par rapport au Maghreb, par rapport à la zone MENA, mais aussi par rapport au monde. Donc notre difficulté principale en tant qu'Algérien, c'est que notre niveau, disons, vis-à-vis de la réflexion d'entreprise n'est pas assez élevé. Donc j'ai bien aimé l'intervention de M. Slimatouni par rapport à cette lassitude qui se trouve au niveau de l'administration algérienne. Oui, l'administration algérienne est fatiguée. Tout le monde est fatigué d'essayer de réfléchir, de savoir où s'orienter. J'ai des amis au niveau des impôts, des amis au niveau de l'inspection du travail, j'ai des amis un peu partout dans l'administration algérienne, par obligation en tant que chef d'entreprise, parce qu'on doit être en contact avec toutes ces administrations, et bien c'est le sentiment réel. Les gens ne savent plus à quel sein se vouer, ils ne savent plus quelle orientation donner à leur carrière. Et il n'y a plus de vision dans le futur. Donc la réflexion, elle doit se faire plutôt en tant qu'Algérien, par rapport à une réalité algérienne, que par rapport à une réalité nécessairement mondiale, avant de pouvoir établir une politique réelle. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a une grande réflexion à se faire par rapport aux orientations économiques qu'on veut donner à notre pays, quels sont les choix stratégiques qu'on veut donner à notre pays, mais aussi de comprendre comment fonctionne le monde, chose qui nous manque énormément. Et c'est vrai qu'il y a un grand manque, il y a un flou géant, autant pour les chefs d'entreprise, autant pour les employés et la société algérienne, mais aussi pour nos politiques. Donc, si on parle de démocratie comme intervenu le journaliste, oui, mais je chercherais plutôt un fonctionnement politique algérien par rapport à une réalité algérienne, sans nécessairement aller vers des principes, disons, mondiaux qui ne fonctionneraient pas nécessairement par rapport à notre réalité propre algérienne, sans bien sûr parti pris, sans orientation. C'est juste le témoignage d'un chef d'entreprise qui a beaucoup de difficultés par rapport à notre environnement et qui souhaiterait que notre pays s'améliore et aille de l'avant. Merci. Merci. Bonjour messieurs, dames. C'est Madame Edalia, députée à l'Assemblée nationale, membre de la Commission Santé et Affaires sociales. Bon, ce que je voudrais poser comme question concernant ce classement, c'est que bon, l'arsenal de lois existe, régissant l'entreprise algérienne. Ce classement renvoie-t-il à un problème de loi? Je voudrais dire par là, est-ce que nos lois sont incompatibles avec les besoins de nos entreprises et l'environnement ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un problème de culture d'entreprise? Parce qu'on parle peu de culture d'entreprise et le monsieur qui vient de précéder mon intervention a
a bien mis l'accent sur les particularités de l'économie de chaque pays. Parce qu'il nous est impossible d'importer des modèles économiques qui ne correspondraient pas forcément aux besoins socio-culturels, parce que le culturel est lié à l'économique de nos gestionnaires et de nos employés. Et tout le monde connaît, puisque M. Eltrassi a été déjà gestionnaire d'entreprise, il connaît bien comment fonctionne si vous voulez, le socio-professionnel, si je me permets de l'appeler ainsi. Au sein de la mentalité du travailleur algérien n'est pas celle du Tunisien ou du Marocain, si on reste juste au niveau du Maghreb. On n'a pas le combat. Donc moi je pense personnellement qu'il ne s'agit pas de moyens, qu'il ne s'agit pas de loin, parce que les moyens financiers existent. Des budgets colossaux ont été octroyés au secteur économique, mais les résultats ne sont pas là. On reste loin. Je trouve que le classement est déjà favorable à ce qu'on voit sur le terrain par rapport à tout ce qu'on a déployé jusque-là comme moyens financiers. Je vous remercie. Juste, on va rajouter 2 questions. Donc, oui. Et le monsieur derrière, ensuite. Bien sûr. Monsieur Sokhal, membre de CAIR. En fait, moi, je voulais juste avoir ton impression, Mahrez, sur si ça a été fait ou pas, et si ça n'a pas été fait, ton impression personnelle, mais aussi professionnelle, au titre de tes activités, du benchmark qui a peut-être été fait avec les autres types de classements. Donc, tu parlais tout à l'heure, tu avais fait référence du travail qui a été fait avec le Comité national sur l'amélioration du climat des affaires, et donc la méthodologie, où j'étais un des représentants du Club CAIR. Et notamment avec la méthodologie du Doing Business. Bon, il y a eu pas mal de discussions qui se sont faites au niveau du ministère, mais même en dehors, où on disait peut-être que la méthodologie apportée par peut-être le World Economic Forum était beaucoup plus adaptée, prenait beaucoup plus en considération des aspects, moins peut-être en termes de process, mais beaucoup plus en termes donc de climat général et d'environnement d'affaires. Et là, quand je vois la critériologie que tu as présentée, et puis les différents pans, les 5 grandes composantes, je retrouve quand même un état d'esprit, quelque chose qui nous paraît quand même être intéressant dans la globalité, sans pour autant omettre le côté process qui est aussi intéressant dans la conduite des affaires. Donc je voulais avoir ton opinion là-dessus, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une méthodologie, une approche, une critériologie qui te semble plus appropriée, et sur laquelle peut-être alors l'Algérie devrait mettre le point beaucoup plus, c'est-à-dire en termes d'approche, si on veut véritablement s'imprégner d'une démarche pour l'amélioration du climat des affaires. Si vous en avez parlé, tu nous fais part un peu de ces feedbacks-là, sinon quelle est ton appréciation personnelle et professionnelle sur ce sujet? Je te remercie. Kassi Gerbib, je suis journaliste et enseignant universitaire. Je suis convaincu que personne n'est naïf pour croire que la Banque mondiale, le FMI, les instituts et les think tanks produisent des études, des conclusions juste de façon neutre parce qu'ils se placent au-dessus des intérêts. Je peux vous citer des milliers d'exemples. Les pays d'Amérique latine sous l'emprise de la Banque mondiale sont allés à la dérive pendant des années. Aujourd'hui, les pays du Mercosur ou bien le Brésil quand ils se sont pris en charge. On a vu le FMI avec les catastrophes créées sur l'économie algérienne, avec le rééchelonnement de la dette et les plans imposés à l'économie algérienne. On a aujourd'hui les résultats de la déstructuration de notre économie. Un autre exemple, vous citez vous-même beaucoup de pays d'Asie qui se sont libérés de l'emprise quand ils ont construit leur propre vision, quand ils ont mis en place leur propre système pour se développer. Il y a peut-être un exemple que je vais donner, c'est l'environnement, le développement durable, la lutte contre la pollution, ce qui a donné le protocole de Kyoto, et la pression qui est faite sur le gouvernement, sur la Chine, pour qu'elle se dessaisisse de son industrie houillère. Or, le pays qui viole le protocole de Kyoto, ce sont les États-Unis. Ils ne l'ont jamais appliqué. Dernier exemple, et puis je vous poserai ma question. Ultralibéralisme américain, administration Bush, crise des subprimes en 2007, l'ultralibéralisme a volé en éclats. La Fed et les institutions américaines sont allées au secours de pans entiers
de l'industrie privée, des banques, General Motors et compagnie. Ça s'est vu en Angleterre, ça s'est vu en Allemagne, dans beaucoup de pays. Donc il y a un discours, c'est l'énigme du moi, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. L'Algérie, c'est la même chose. Aujourd'hui, l'intérêt, vous citez des pays asiatiques, est-ce que l'intérêt pour l'économie algérienne? Évidemment, il faut aller à l'OMC, il faut signer, on l'a signé, l'accord d'association, mais aujourd'hui, quand on regarde qu'est-ce que ça a amené, ça ne mène absolument rien. L'OMC, on n'est pas membre de l'OMC, on a déjà appliqué à 150% les recommandations, sinon le diktat de l'OMC. Ma question est, est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie ne devrait pas faire ce qu'a fait l'Afrique du Sud, le Brésil et beaucoup de pays qui ont construit leur propre politique, bien évidemment sans regarder dans notre rétroviseur, mais en se disant, on évolue dans un monde, aujourd'hui c'est la mondialisation, on évolue dans un monde, on ne peut pas vivre en autarcie, il faut en tenir compte, mais aller à notre intérêt. Est-ce que vous citez la réforme administrative, Madame la députée cite les textes de loi, les milliards qui sont versés pour porter à bout de force les moribonds, les entreprises moribondes. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à faire? On dit, quel est l'intérêt de l'Algérie en dehors des recommandations, des conclusions, des injonctions de X et de Y? Juste une dernière question. Après, je te laisserai la clôture. Non, je vais dire juste un mot, parce qu'il y a un mot très important. On est toujours très mal à l'aise. C'est vrai qu'on est toujours très gêné quand on voit l'Algérie classée. Et on sent tout de suite, les réactions sont tout de suite très défensives. Les intérêts, les ceci, les ça. C'est vrai. Ok, on est d'accord là-dessus. Mais il ne faut pas oublier, encore une fois, le mot confiance. Fermons l'Algérie. On la ferme. Oublions ce classement. Le minimum, c'est de respecter la Constitution. On est d'accord là-dessus. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que l'administration fiscale algérienne, je vais vous citer un exemple simple. La loi de finances 2009 viole la Constitution de façon flagrante. Est-ce qu'il y a un député à l'Assemblée qui a dénoncé le fait que la loi de finances 2009 viole la Constitution? Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle a créé une ségrégation entre Algériens, non-résidents et résidents. Donc un Algérien, de par son caractère non-résident, n'a plus le droit d'investir dans son pays. Alors, c'est pas précisé. Alors ensuite, on vous dit verbalement, oui, mais ça veut dire qu'il ne transfère pas ses capitaux s'il investit dans son pays. Mais tout ça, c'est du verbal. Dans le texte, la publication du texte de la loi de finances n'est pas passée par le filtre constitutionnel. Deuxièmement, et là c'est encore plus grave, l'article 64 de la Constitution dit clairement, il n'y a rien d'autre, il n'y a même pas dans le cadre de la loi, dit clairement qu'aucun impôt ou taxe supporté par le citoyen ou l'entreprise algérienne peut être rétroactif. La loi de finances 2009 clairement institue un impôt rétroactif. Personne ne s'indigne de ça. Est-ce que les médias en parlent? Non, parce que ça dérange le système. Alors chaque fois qu'on doit parler de choses qui ébranlent un tout petit peu l'édifice ou le système, tout le monde se garde bien d'en parler dès qu'il s'agit de constitution. Mais le jeune homme parlait de démocratie comme préalable à une économie libérale ouverte. Oublions économie ouverte, mais ne serait-ce que démocratie en économie fermée. Un tout petit peu de respect pour le citoyen à travers le respect de la Constitution. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas à ressembler à des Américains, on ne demande pas à ressembler à des Allemands, on demande d'avoir notre propre système, mais dans le respect des règles de jeu, il faut bien qu'on ait des règles de jeu. Si on définit des règles de jeu, même en univers fermé, qu'on ne les respecte pas, où sommes-nous? Sommes-nous dans un pays, ou bien sommes-nous dans un système anarchique où dès que quelqu'un a le pouvoir, il peut absolument appliquer ses propres règles du jeu sans respecter les règles de jeu admises par la société. Merci. Merci Slim. La dernière question. Merci Slim. Bonjour, je m'appelle Annette Arabi, je vis en Autriche, je suis auto-entrepreneuse. Et je viens souvent en Algérie parce que je m'intéresse à mon pays. Et que c'est vrai que des lois qui sont comme ça, qui désavantagent les Algériens, qui veulent justement mettre au service de leur pays leurs compétences, qu'on ne les laisse pas faire, c'est un vrai problème.
il y a deux choses qui ont été dites pendant votre présentation, monsieur, qui sont un peu l'introduction de cheminement que je voudrais partager avec vous, parce qu'on est là tous pour trouver des solutions, et une des solutions pour moi, au-delà de la confiance que Steve a souligné, pour moi c'est aussi la transparence de l'information. On est dans un marché très opaque, et on sait très bien qu'un entrepreneur peut prendre des décisions, il a besoin d'informations. Je pense que le problème n'est pas le risque. Beaucoup de personnes pensent qu'on est mal classé parce que c'est un pays à risque. Pour un entrepreneur, le risque, il est prêt à le prendre en connaissance de cause. Et en fait, c'est surtout ça. Et je pense qu'on peut tous participer à cette solution. C'est-à-dire l'État, d'une manière générale, effectivement, peut intervenir pour mettre en place et à disposition des informations qui permettent d'améliorer ces statistiques, puisque justement, on est classé en fonction de ces statistiques-là, qui sont mises à disposition par notre État et par nos services je ne sais même plus quel ministère gère ça, mais déjà, je pense qu'il y a un premier chantier à faire, c'est celui-là, améliorer notre stratégie au niveau de la transparence de l'information. Mais il y a également au niveau des entreprises, je pense qu'on a tous notre responsabilité, et je ne sais pas si je mets les pieds dans les plats en disant ça, mais j'ai quand même l'impression souvent qu'il y a beaucoup d'entreprises en Algérie qui s'arrangent bien de cette opacité. Et ça aussi, c'est un problème. Donc il y a un deuxième chantier à attaquer, c'est sensibiliser les entreprises en leur faisant comprendre que c'est aussi dans leur intérêt de pouvoir mettre l'information à disposition, ne serait-ce que par exemple les sensibiliser à publier leur bilan, par exemple. C'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup en Algérie. Voilà. C'est la responsabilité de tout le monde, de l'État, mais également de nous, entrepreneurs et de la société civile. Voilà. Merci Madame. Je vais peut-être juste répondre très rapidement à ces questions. Ça, c'est une excellente remarque, mais il faut être positif quand même. Je crois que le gouvernement actuel a pris sérieusement conscience de la nécessité d'améliorer le climat des affaires, et l'action quotidienne le démontre. Et à ce titre, par exemple, les informations, parce que toutes les entreprises sont tenues de publier leur registre, de déposer leur registre de commerce, et aujourd'hui, oui, leurs états financiers, et ces informations vont être rendues publiques. Donc il y a une disposition qui est actuellement à l'étude pour rendre publiques ces informations-là. Donc ça va nettement améliorer la disponibilité des informations. Juste une remarque avant de passer la question, le micro à Mahrez, sur la liberté économique. Je crois qu'il y a, Slim a parlé tout à l'heure du mot confiance. Un des freins à l'investissement, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas que nos lois ne soient pas adaptées, c'est que personne n'est sûr de leur pérennité, et il y a parfois des effets rétroactifs qui sont absolument ahurissants et inexistants dans d'autres pays. C'est-à-dire que dans d'autres pays, la loi n'est pas rétroactive. Or, en Algérie, on a vu des cas de ce type se présenter. Donc, ça fait peur à l'investisseur. Et tout à l'heure, les chiffres que j'ai donnés, il ne faut pas se focaliser simplement sur les IDE. Il faut voir que l'essentiel de l'investissement vient des nationaux. Quand je cite tout à l'heure les chiffres où on passe de 868 à 10 000 dollars d'investissement par individu, ce n'est pas les étrangers qui amènent cet investissement, c'est l'investissement local qui se développe principalement. Et même l'investisseur local a besoin de sécurité, a besoin d'être rassuré. Donc je vais passer la parole à... Merci. Nadir, je vais répondre un peu aux différentes questions. Je vais partir de la réflexion de Slim. Ça se voit peut-être pas, mais moi je suis juriste. Et ce que tu dis à propos de la sécurité, c'est vrai qu'un des éléments essentiels de la stabilité d'un système économique, c'est la garantie de la sécurité des transactions juridiques. Et effectivement, si un investisseur national ou local n'a pas confiance dans son système judiciaire pour trancher, et on le constate de plus en plus dans les échanges internationaux, le fait de privilégier l'arbitrage international à la sanction des tribunaux, c'est pas seulement, comme on le dit, c'est vrai, mais c'est pas seulement parce que c'est plus rapide, etc., c'est parce que on va chercher la confiance et la garantie ailleurs. C'est vrai que les lois rétroactives, contrairement à ce que tu dis, c'est pas interdit par la Constitution de faire rétroagir.
Alors non, c'est pas interdit. La seule disposition de loi qui l'interdit, c'est l'article 2 du Code civil. L'article 64 de la Constitution, c'est écrit... Les impôts. Les impôts et les taxes. Oui, les impôts. Seulement les impôts. Mais les lois, d'une façon générale, c'est sur ça. D'accord, alors autant pour moi. Effectivement, moi je suis de ceux qui pensent que pour assurer la garantie, je parle en particulier puisque on a la chance d'avoir une élue du peuple avec nous, moi je suis pour ceux qui militent pour la constitutionnalisation de la non-rétroactivité des lois, parce que c'est absolument anormal qu'on s'engage parce qu'on a une information pour évaluer son risque, et puis qu'en bout de course, on se retrouve avec une loi qui remet en cause les règles du jeu. Voilà, une décision qui pose problème. Donc, sur ce point, bon, quelqu'un a posé la question de savoir si, oui, c'est madame la députée qui a dit, est-ce que c'est un problème de loi ou c'est un problème de culture entrepreneuriale. D'une façon générale, c'est vrai que, en tout cas, beaucoup de lois sont des lois, si on faisait une sorte de comparaison positiviste, très souvent, beaucoup de lois sont des lois très avancées. Sur le terrain, c'est une autre paire de manches. Il y a parfois même une véritable, d'accord, il y a une véritable, comment dirais-je, inflation de lois, mais sur le terrain, les gens ne connaissent pas les lois, ne les connaissent pas, ceux qui sont censés les appliquer. Donc le problème n'est pas seulement, il y a quelques lois, effectivement, Slim en a évoqué au moins une, il y a quelques lois qui sont un peu en contradiction avec la perception générale de ce que devrait être une économie cohérente. Oui, alors l'importation d'un modèle, il ne s'agit pas de ça. On a parlé de grands principes, de valeurs universelles, et forcément d'adaptation. Chacun a ses perceptions et chacun a ses intérêts à rechercher. Et donc, comme le disait notre ami à propos donc, moi, je me suis toujours méfié, ne serait-ce que parce que j'étais partie prenante de l'opération que vous avez évoquée, c'est-à-dire le programme d'ajustement structurel, demain on reste gratis, mais il y a eu énormément, j'étais bien placé puisque je gérais l'assurance chômage à l'époque, pour voir les catastrophes et la situation sociale qu'a généré le programme d'ajustement structurel, mais il ne faut pas non plus nier le fait que les équilibres macroéconomiques ont été rétablis grâce à ce programme d'ajustement structurel. Maintenant, on n'a rien fait, on s'est contenté de dire que ça n'a pas amélioré l'accès au crédit, ça c'est autre chose, c'est le talent des gestionnaires d'économie qui est en jeu. Mais on ne peut pas dire que c'est le programme d'ajustement structurel qui a déstructuré l'économie. Il y a des machins, comme dirait De Gaulle de l'ONU, il y a des machins qu'on appelait entreprises, et j'étais en plein dedans. Ça fonctionnait comme une association, peut-être dans le meilleur des cas, comme une fondation, mais certainement pas comme une entreprise. Et il y en a encore des entreprises comme ça. Je suis membre du conseil d'administration de certaines entreprises. Le miracle algérien est dans le fonctionnement de ces entreprises. Donc, par contre, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que le monde est mondialisé et que nos capacités de produire un système spécifique est limitée. Ces capacités sont limitées et que donc, par voie de conséquence, d'un côté, nous avons des valeurs universelles qu'il ne faut pas nier sous prétexte d'une spécificité plus ou moins qui nous a joué beaucoup de tours par ailleurs, et en même temps il ne s'agit pas d'importer. Pour répondre à la question de Ali, moi je pense que c'est un excellent système pour apprécier le libéralisme. Mais pour ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires, je considère que le doing business est excellent et la démarche qui consiste à améliorer notre classement vis-à-vis du doing business, c'est à encourager dans notre pays et on devrait, mais c'est un truc à long terme. Ceux qui l'ont initié, qui ont pensé qu'ils allaient changer comme ça de façon drastique notre classement, se sont leurrés, mais ils ont l'énorme mérite d'avoir cassé un tabou et d'avoir initié une démarche.
Oui, j'ai rien à dire à ce stade. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Donc je ne dirai que ce que vous avez dit pour vous répondre. Merci à tous. Merci à tous. Je crois que chacun a des obligations. On va essayer de tenir notre engagement. Je voulais 10 heures, mais 10h30, puisque le débat a été intense. Merci pour votre coopération et à la prochaine rencontre. On voit le 5 alors. Ouais. Le 5 et le 5 après. Et le 5 après. C'est Fizil, c'est Adrar ou Hassan? Je crois que c'est Adrar. On parlait d'Adrar, mais... Ouais, c'est Adrar. Adrar, c'est plus sympa. C'est un peu vieillot, c'est trop... Adrar, c'est bien. On va pas les regarder. Exactement. Déjà que c'est la cause de tout. Tout à fait. Allez, à bientôt. Salut. C'est promis dans la matinée. Oui, allô? Ça va la masse? Prépare-moi. Beaucoup de personnes ici, effectivement, je pense que notre classement doit être amélioré et devrait être amélioré parce que l'avenir de notre pays en dépend. L'investissement et le mot d'ordre pour l'avenir, l'innovation et l'investissement sont deux éléments importants pour absolument la vie, pour qu'on puisse développer notre pays. Et une des remarques qui a été faite aujourd'hui, c'est qu'il ne suffit pas juste de se défendre de ce mauvais classement de l'Algérie, mais de faire quelque chose. Et il y a eu beaucoup de solutions qui ont été proposées aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas... Effectivement, on attend beaucoup des institutions de l'État de faire quelque chose, mais c'est également à nous, citoyens et entrepreneurs en Algérie, de participer à l'amélioration de notre indice de classement d'investissement et de baisse d'investissement. Comme je disais tout à l'heure, pour moi le plus important, c'est la transparence de l'information. C'est très difficile de faire des affaires en Algérie sans comprendre le marché, sans avoir des éléments de compréhension. C'est ce qui qualifie un entrepreneur, c'est la capacité à prendre des décisions. Mais s'il n'a pas les éléments pour comprendre cette décision, il ne pourra pas décider d'investir en Algérie. Donc le plus important pour moi, c'est de travailler sur l'information en Algérie. Voilà. C'est à cause de quoi l'Algérie a été classée ici? Parce que... C'est qui le responsable de ce classement? Comme je dis, moi je pense qu'on est tous responsables de ce classement, mais effectivement on peut attendre beaucoup de l'État algérien de faire quelque chose. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui. C'est beaucoup de chantiers qui ont été mis en œuvre pour améliorer notre classement. Le chemin est long, il va falloir retrousser les manches et s'y mettre. Voilà. Comme vous êtes entrepreneur, est-ce que vous espérez que le classement va améliorer? Je pense que ça prendra du temps. Ça prendra du temps pour que le classement améliore. En espérant que tous les ans on avance au moins d'un pas, ce sera déjà beaucoup. C'est un grand chantier. On a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de démocratie, on a parlé de confiance, on a parlé d'information, on a parlé de législation. Il y a beaucoup de chantiers à attaquer pour pouvoir améliorer notre classement au niveau du climat des affaires en Algérie. Que ce soit en interne ou C'est sûr que la Fondation normale est une association et qu'elle doit se mettre en conformité avec la loi. Si elle ne peut pas se mettre en conformité, elle ne peut plus. Elle est déloyale, sincèrement. Je vous avoue, c'est pas...
jamais entendu parler de ces rumeurs. Je suis triste qu'ils partent. La Fondation Hébert part parce qu'elle organisait des tas de débats très intéressants sur un autre sujet. La Fondation Nouman, c'est dommage parce que c'est grâce à eux qu'on a pu ramener des experts, se confronter. Les experts que nous ramenons en tant que CAIR, on ne ramène pas toujours des gens avec lesquels on est d'accord. Si on ramène les gens avec lesquels on va se dire tu es beau et vous allez me répondre tu es aussi beau que moi et puis récemment on ramène les gens qui vont dire non tu es moche. Par contre il faut qu'ils nous expliquent pourquoi je suis moche. Vous comprenez? Cette communication-là, moi à Mascate j'avais rencontré un Marocain avec lequel j'ai eu des débats très chauds. Mais je lui ai dit, tu vas venir en Algérie parce que ce débat, c'est bien que tu le fasses, tu vas être très provocateur. Mais c'est un gars de qualité, hein. Mais extrémiste dans son ultralibéralisme. J'aurais aimé que ce soit lui qui communique parce que le débat aurait été très... Il faut parler. Quelqu'un a dit, bon, il y a la transparence de l'information, c'est essentiel. De l'information c'est-à-dire la dame qui a parlé de la transparence de l'information, c'est pas une question politique, c'est une question éminemment économique. C'est l'égalité des entreprises par rapport à l'information, des entrepreneurs par rapport à l'information économique. في الجزائر كاين قوانين وكاين تقارير مليحه ولكن التطبيق ماشي مليح. يعني كي نشوفوا التطبيق كاين رئيس الجمعيه نتاعنا تكلم عليها. كاين عندنا اداره ثقيله وإدارة ما حبش تتطور. كاين باش نحلوا pour résoudre un problème, il faut toujours des papiers, encore des papiers. C'est des lenteurs administratives. Et on a l'impression que كل شيء يمشي كل قوانين تقول حاجة والإدارة تطبق القوانين هذه كما تحب ماشي من جهة تسهيل المعيشة. كيفاش هي معموله؟ القسم او تاع الصنف والكلاسمون التراتيب تاع السيدي فرازر تاع البنك العالمي هذم التراتيب هذم فعلا الناس تقدر تتساءل هل التراتيب هذه حرة أو تراتيب عندها غاية فكرة غاية بوكسي. Supérieur, ok. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de l'université à l'instant. Non. Il y a déjà des formations. Il y a des formations. Deuxième promo en management. Non. Les ingénieurs fin de cycle pour faire entrepreneuriat. Changer leur vision. D'accord. Le monde. C'est excellent. Ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Avec une autre casquette. Ça nous intéresse. ما تخش لا ما تخش وانت تقريهم مانجمنت plusieurs j'imagine modules dont management. Il y a des modules techniques et des modules
Et de quel type de manière sont classés les pays par rapport à leur dynamisme économique, mais aussi par rapport à l'investissement. Donc ces modèles en fait, de classement sont des classements qui contribuent disons, à avoir une meilleure perception de l'économie algérienne, mais des économies mondiales et des autres pays. Et cependant, il y a disons, des bémols à établir. C'est clair qu'aucun modèle économique, ni aucun modèle disons, de classement n'est infaillible, ni pourrait donner une réelle perception des positions des pays. Cependant, ce sont des réflexions qui sont à prendre en considération parce que nous faisons partie du monde et le monde, nous avons besoin de travailler avec lui. On ne peut pas vivre en autarcie et l'Algérie doit s'impliquer mondialement dans son fonctionnement. Et la perception qu'ont les pays et les investisseurs principalement, qui sont des économies, sont importants à prendre en considération. Donc on peut vivre d'une manière autarcique et ne pas prendre en considération ces classements. Cependant, nous, en tant que chef d'entreprise, ce qu'on souhaiterait et ce qu'on souhaite en tant qu'Algérien aussi, c'est que les modèles économiques et politiques et les décisions économiques qui se prennent en haut, en amont, mais aussi en aval, soient prises en considération par rapport à une réalité économique algérienne, une réalité politique et culturelle. On peut, par rapport, par exemple, aux classements qu'il y a eu et qui ont été exprimés, on voit que c'est beaucoup plus orienté vers des économies très portées sur le capitalisme et ne prennent pas en considération d'autres orientations. Ce n'est pas nécessairement un modèle économique qui irait totalement par rapport au fonctionnement du pays. En tant que jeune entreprise, on est plus orienté vers une économie qui prenne en considération les réalités culturelles, économiques, politiques, mais aussi fonctionnelles de l'Algérie. Le meilleur exemple qui a été cité, c'est par rapport à la Chine. Nous sommes dans une économie qui n'était pas du tout orientée vers le capitalisme, mais qui a une communication مش هي الاتصال تبادل الآراء فيما يخص هذا et fonctionnel par rapport à notre réalité. Donc l'initiative elle est excellente, la réflexion est excellente. كما قلت الحرية الاقتصادية هي تسمح للمواطن يتصرف في أمواله كما يحب يتصرف في أمواله فيما يخص الاستثمارات أمواله وزاد معناها أرزاقه أمواله فيما يخص الاستثمارات كما يحب يبيع الدار نتاعو عنده تسهلات ما يلقاش تعقلات فيما يخص هذا البيع فيما يخص الاستثمار عنده أموال يحب يستثمر في ميدان ما عندوش مشاكل فيما يخص الاستثمار نتاعو قوانين اللي توضح مناخ الاستثمار في الجزائر لابد تكون ما هيش قوانين تعقل المستثمر قوانين تسهل له الامور نتاعو لانه هو باش ياخذ هذا si on est 18e, on ne va pas faire c'est ça. Parce que si on veut créer de l'entreprise, je vais te le donner tout de suite. Si on veut créer de l'entreprise, les pouvoirs publics doivent essentiellement se soucier d'améliorer le climat des affaires et de faire en sorte de réduire le poids de l'administration sur le fonctionnement économique. Vous savez, avant Maastricht et avant Schengen, les Français ont très vite compris que l'Union européenne allait passer à une phase supérieure et ils ont compris que le leadership, il va être allemand. Et leurs analyses, c'était quoi? C'était la différence entre l'économie, je schématise, l'économie allemande et l'économie française, c'est le poids de l'administration jacobine française. C'est le coût de l'administration. Et ça continue encore. Je me suis intéressé à cette question à l'époque où Rocard était Premier ministre. Il a lancé un grand problème qui s'appelait moderniser l'État. Leur problème, c'était ça. Comment faire pour que l'administration ne soit pas un empêchement, un blocage? Ça continue. Les Allemands ont de longueur d'avance. Ils sont à la traîne des Français. Et nous, si on ne réforme pas, mon message c'est ça, si on ne réforme pas sérieusement l'administration économique, l'administration générale, mais l'administration économique, eh bien, on sera à la traîne. Des pays comme la Tunisie, qui sont loin d'avoir nos moyens, sont en dixième. On envisage d'adhérer à la... En plus, on envisage d'adhérer à l'OMC où ces principes libéraux sont des principes qui sont cardinaux pour nous. Voilà. Merci.
Nous étions collègues. Moi, je suis actuellement détachée de l'équipe de la Clarté. Ce que je te disais, c'est pas lui. Pour ça que vous étiez venu, vous avez un donné, non? Parce que quand il doit être son frère ou son cousin, là, je venais chez Madame Bourba. C'est grâce à vous que j'ai réussi. On peut dire qu'il est fermé. Il m'a beaucoup servi. J'ai les familles venues travailler. واش باش نقولوا الانستيتيو فرازر ما تحبش الجزائر تحب تزور الجزائر ولا بد تحب تحطم الجزائر وهذه داخله فيما يخص لو كومبلو دو لا مان انفيزيبل ضد الجزائر باش هذه حقيقه نشوفوها ونحاولوا نحسنوا احنا في ترتيبنا لانه تحسين الترتيب ما سامحني ماهوش تحسين موجه للخارج موجه زاد للمواطن الجزائري موجه للمجتمع الجزائري لانها اخرت فيما يخص لي بروسيسوس دو ريفورم الاصلاحات الريفورم اخرت برشا في الاصلاحات ونظن انا حسب رايي انا هي لا لوا فينانس 2009 القانون المالي تاع 2009 عوضا يحسن ترتيب الجزائر عوضا يخلق الديناميكيه نتاع الاستثمار عمل حد مش القانون بالضبط بيعطل لا مانيش نحكي على قانون 1991 فيها عده عوامل ما ندخلوش في لي ديتاي سا نو ستريكتومون ريان الواقعيه هي اللي ماناش في الديناميكيه نتاع الاستثمار في الجزائر حاليا. الحكومه طالبه هي الديناميكيه نتاع الاستثمار ولكن في الواقع لازم تفهموا باللي كاين الحكومه عندها فكره وكاين البيروقراطيه عندها فكره نتاعها. والبيروقراطيه تتعرض كثير معناها الافكار نتاع الحكومه ما تخليش الحكومه تطبق واش حابه فيما يخص تدعيم الاستثمار في الجزائر. Parmi les idées, l'Algérie était classique ou jamais? والله je ne sais pas. Je peux pas vous répondre. الدول الأوروبية المتطورة ما نعرفش شوفوا. شكرا. سليم عثمان. Je vous les mets là, servez-vous. Attendez, c'est à moi. عضو في شكون اللي ما داش؟ عضو في منظمة فريسة. أنا لا شو أنا؟ لا شو سي البريزيدون دو كلوب كير. رئيس كلوب كير. كلوب كير. استدعاكم لو كلوب كير. الله C'est vraiment le paramètre le plus important chez un investisseur. Un investisseur, c'est comme quelqu'un, un ami qui vient vous dire « Tiens, j'ai un projet, est-ce que tu veux mettre de l'argent avec moi ?» Quel est votre premier sentiment? C'est de dire est-ce que j'ai confiance dans le projet qui me présente ou pas. Alors la confiance c'est dans le projet, donc c'est dans l'idée, mais la confiance c'est aussi dans l'environnement. Et là, le projet c'est l'investisseur qui le gère, par contre l'environnement c'est souvent l'État et la société civile qui le commence. Alors s'il n'y a pas de loi qui soit clairement protectrice de l'individu et de son investissement, c'est clair que l'investissement va devenir risqué. Et s'il y a un investissement risqué, il y a des gens qui décident de ne pas faire l'investissement ou de le faire dans d'autres zones, parce que l'investisseur a le choix. Il a le choix de ne pas investir ou d'investir ailleurs. Sans parler de nationalisme. Le nationalisme n'est pas vraiment le paramètre
à écouter, c'est simplement que tout investisseur a besoin de se sentir en confiance pour investir. وفين دي زارتيك المواد قانونية تعرقل حرية التبادل وحرية الاقتصادية. Les lois qu'on a dans notre pays souvent ne sont pas forcément mauvaises. Ce qu'on constate surtout, c'est qu'il y a une puissance de l'administration qui est démesurée. Et c'est-à-dire que même s'il y a des lois qui protègent l'investisseur, l'administration ne protège pas l'investisseur et ne favorise pas l'investissement parce qu'elle ne fait que escalader ses demandes et ses contraintes, au lieu de les simplifier et de les réduire. Dans notre pays, pour créer une entreprise, il faut plusieurs mois, alors que dans certains pays, il faut une journée. Donc ça, c'est simplement l'acte de créer l'entreprise. Maintenant, pour commencer, pour trouver un terrain, pour que ce terrain soit, pour qu'on ait les papiers de ce terrain, pour qu'on ait l'eau, le gaz, l'électricité, et c'est toujours un parcours du combattant. Vous pouvez interviewer tous les investisseurs, c'est vraiment un vrai parcours du combattant parce que rien n'est simple. On parle de guichet unique, mais la réalité, elle est vraiment loin d'être le cas. Ça nous permet Algérien, il y a des exemples, il ne s'agit pas de réinventer le philosophe, des gens qui ont déjà travaillé sur le sujet, mais on mesure, et après on peut aller voir les gens dans les administrations. Freedom in Arabic word. F-R-A-S-E-R. Vous êtes... Je suis journaliste. Je sais. L'expression. Mais je fais mes armes à la cour. J'avais 20 ans quelque chose. 60, j'avais 20 ans. F-R-A-S-E-R. Vous êtes... Je suis journaliste.